Je conduisais vers l'aéroport quand j'ai réalisé que mon passeport était encore à la maison. Mais quand je suis rentré et que j'ai entendu mon mari parler à l'étage, je me suis arrêté. Je me suis approché, et ce que j'ai entendu a fait trembler mes mains et glacer mon cœur. J'ai réalisé que mon passeport était encore à la maison quand j'étais à mi-chemin de l'aéroport JFK. Mes mains ont cherché frénétiquement dans mon bagage à main, ne trouvant rien d'autre que des cartes d'embarquement et des documents de voyage qui étaient inutiles sans cet unique et crucial objet. Je l'avais laissé sur ma table de chevet la veille au soir après avoir vérifié la date d'expiration une dernière fois. L'erreur m'a paru catastrophique sur le moment, menaçant de faire dérailler la conférence de Londres pour laquelle je me préparais depuis 6 mois. J'ai pris la sortie suivante et suis retourné à Brooklyn Heights, mon esprit calculant déjà les vols ultérieurs que je pourrais prendre si j'agissais assez vite. Quand je suis rentré dans notre maison de ville en grès brun, la porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qui aurait dû être mon premier avertissement que quelque chose n'allait pas. Jackson ne laissait jamais les portes déverrouillées, mais j'étais trop concentré sur la récupération de mon passeport et le retour sur la route pour y réfléchir attentivement. Puis j'ai entendu sa voix depuis l'étage, et le ton m'a glacé sur place. Il parlait à quelqu'un avec une intimité désinvolte, discutant de transfert de propriété et de procédures de saisie immobilière, et de la facilité avec laquelle il m'avait trompé. Je me suis approché de l'escalier, ma formation juridique prenant le dessus sur l'envie d'annoncer ma présence. Ce que j'ai entendu dans les 60 secondes suivantes a fait trembler mes mains et glacer mon cœur. Mon mari n'était pas celui que je pensais. Notre mariage n'était pas ce que je croyais qu'il était. Et je me tenais dans ma propre maison, l'écoutant planifier ma destruction complète alors qu'il me croyait en sécurité en route vers un autre continent. Le trajet de retour à travers les rues de Brooklyn que j'avais connu toute ma vie a duré 25 minutes. Je n'arrêtais pas de rejouer la matinée dans ma tête, cherchant des signes que j'avais manqués. Jackson s'était réveillé avant moi, comme il le faisait souvent les jours de mes voyages. Je l'avais trouvé dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, du pain perdu à la cannelle, mon café préféré déjà préparé et versé dans ma tasse de voyage. Il m'avait embrassé pendant que je mangeais, sa main posée sur le creux de mon dos, et m'avait dit que je lui manquerais terriblement pendant les 5 prochains jours. J'avais cru chaque mot. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? 7 ans de mariage ne m'avaient donné aucune raison de douter de sa sincérité ou de remettre en question son amour. Cette conférence de Londres représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé depuis que j'avais repris l'entreprise de mon père il y a 4 ans. En tant que directrice de la gestion des risques de Thornfield Security Solutions, je devais prononcer un discours principal sur les menaces émergentes en matière de sécurité de l'intelligence artificielle. L'invitation de l'Alliance européenne de la cybersécurité était arrivée 6 mois plus tôt, et j'avais passé d'innombrables heures à préparer ma présentation, à affiner mes arguments et à anticiper les questions d'un public d'experts internationaux qui évalueraient chaque mot que je prononcerais. C'était mon moment pour prouver que j'avais ma place dans leur monde, qu'une femme pouvait diriger dans un domaine encore dominé par des hommes qui remettaient souvent en question mes qualifications avant de remettre en question mes idées. Mon père avait démarré Thornfield comme un petit cabinet de conseil en cybersécurité, travaillant depuis un entrepôt reconverti à Redhook avec 2 employés et une poignée de clients locaux. Quand il est mort subitement d'une crise cardiaque, j'avais 28 ans, un diplôme en droit et absolument aucune expérience dans la gestion d'une entreprise technologique. Tout le monde s'attendait à ce que je vende. Les offres sont arrivées quelques jours après les funérailles, les concurrents tournant autour et supposant que je serais trop submergé par le chagrin et l'inexpérience pour faire autre chose. Au lieu de cela, j'avais passé 4 ans à transformer son modeste cabinet en une entreprise qui protégeait désormais des entreprises du Fortune 500 contre les menaces numériques. Nous avions 40 employés, des bureaux dans 3 villes et un chiffre d'affaires annuel qui aurait rendu papa fier. Jackson avait été là pendant tout ce temps. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence juridique à Manhattan, 6 mois seulement après la mort de mon père. Je me noyais dans le chagrin et l'écrasante responsabilité de diriger soudainement une entreprise que je comprenais à peine. Il m'avait approché après ma présentation sur les réglementations en matière de protection des données, véritablement intéressé par mon travail, posant des questions intelligentes qui montraient qu'il avait réellement écouté. Il était beau d'une manière discrète, avec des cheveux noirs qui commençaient à peine à grisonner sur les tempes et des yeux bleus qui semblaient vraiment me voir, pas seulement la façade professionnelle que j'avais appris à porter. Notre course est faite de manière naturelle et sans précipitation. Nous passions des soirées à avoir de longues conversations au dîner sur nos rêves et nos peurs. Il cuisinait pendant que je travaillais tard sur les propositions de clients, m'apportant du vin et prenant de mes nouvelles sans me faire sentir coupable des heures que je consacrais à la construction de l'entreprise. Il ne s'est jamais plaint de mon emploi du temps ni n'a exigé que je choisisse entre lui et ma carrière.
Au lieu de cela, il m'a soutenu, encouragé, et est devenu la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Quand il m'a demandé en mariage lors d'un week-end dans les Finger Lakes, debout sur un quai au coucher du soleil avec l'eau devenant dorée autour de nous, j'ai dit oui sans la moindre hésitation. Le mariage avait été petit et intime, juste la famille et les amis proches, organisés dans le jardin de ma mère à Cobble Hill. Jackson a pleuré en me voyant descendre l'allée improvisée entre les rangées de chaises blanches. Et je me souviens avoir pensé que mon cœur allait éclater de bonheur. Ma mère l'avait ensuite étreint, lui chuchotant que mon père l'aurait adoré, qu'elle était reconnaissante que j'ai trouvé quelqu'un qui prendrait soin de moi comme papa l'avait toujours fait. Jackson avait été particulièrement merveilleux avec ma mère après notre mariage. Elle vivait seule dans la maison de ville de Cobble Hill où j'avais grandi, la même maison où mon père l'avait portée pour franchir le seuil en tant que jeune marié en 1985. Le bâtiment était plus qu'une simple maison. C'était 3 générations d'histoire familiale, des souvenirs incrustés dans chaque pièce. La présence de mon père persistait encore dans le jardin qu'il avait planté et les étagères qu'il avait construites de ses propres mains. Après la mort de papa, ma mère a lutté à la fois avec le chagrin et les aspects pratiques de la gestion de la propriété. Le bâtiment avait des logements locatifs au rez-de-chaussée qui nécessitaient un entretien constant. Il y avait des problèmes de locataires à gérer, des réparations qui ne pouvaient pas attendre, et des impôts fonciers qui semblaient augmenter chaque année à mesure que le quartier s'embourgeoisait autour d'elle. Elle trouvait tout cela accablant, et je regardais sa confiance s'éroder alors qu'elle essayait de naviguer dans un monde que mon père avait toujours géré pour elle. Jackson s'est porté volontaire pour l'aider, passant des week-ends à réparer des robinets qui fuyaient et à examiner des documents financiers qui la laissaient perplexe. J'avais été si reconnaissante de sa volonté d'endosser ce rôle, de prendre soin de ma mère comme si elle était de sa propre famille. Il était patient avec elle d'une manière que j'avais parfois du mal à être, ne la faisant jamais se sentir idiote de ne pas comprendre des choses qui lui semblaient évidentes. Quand il a suggéré de consolider certains des comptes financiers familiaux pour faciliter la gestion, cela a semblé être une solution réfléchie de la part de quelqu'un qui voulait sincèrement alléger nos fardeaux. Ma mère a signé les documents de procuration qu'il avait préparés, lui faisant entièrement confiance. Je les ai contresignés sans lire les petits caractères, trop occupé par une présentation client majeure pour scruter des papiers venant de mon propre mari. Nous lui remettions les clés de tout ce que mes parents avaient construit, et aucune de nous deux n'avait la moindre idée de ce que nous faisions. Maintenant, je me tenais dans le hall de notre maison de ville, ma main agrippant la rampe, écoutant la voix de Jackson descendre de son bureau au 3e étage. Le ton était complètement différent de tout ce que j'avais entendu auparavant. Il y avait de la satisfaction, presque du plaisir, alors qu'il discutait de transfert de propriété et de procédure de saisie immobilière avec quelqu'un qu'il appelait chéri. Ce mot m'a serré la poitrine. Il ne m'avait jamais appelé chéri. Il utilisait mon nom, ajoutant parfois des termes d'affection comme ma puce ou bébé, mais chéri appartenait à quelqu'un d'autre. Je me suis forcé à rester absolument immobile et à écouter. Ma formation juridique a pris le dessus, l'emportant sur l'impulsion émotionnelle qui voulait que je monte ces escaliers en courant et que je le confronte immédiatement. Rassembler des informations d'abord. Ne jamais porter d'accusation sans preuve. Ce sont des principes qui m'avaient bien servi en affaires, et maintenant je les appliquais à mon mariage en ruine sans même y penser. Jackson disait quelque chose sur le fait que je venais juste de partir pour l'aéroport, comment la femme stupide avait cru à l'histoire de Londres. Les mots m'ont semblé être une agression physique, chacun atterrissant avec précision et un impact dévastateur. Il a parlé de documents prêts, de la maison de ma mère qui serait en saisie d'ici mardi, de la façon dont j'avais tout signé moi-même et l'avais même remercié de l'aider à gérer les finances familiales. J'ai serré la rampe plus fort, mes jointures devenant blanches sous la pression. La maison de ma mère, la maison de ville à Cobble Hill qui contenait chaque souvenir de mon enfance, chaque morceau de mon père qu'il nous restait. Jackson en parlait comme si ce n'était qu'une autre propriété, juste un autre actif à liquider et à diviser. Puis il a prononcé les mots qui ont tout changé. Après toutes ces années à faire semblant d'aimer cette femme frigide et autoritaire, je vais enfin obtenir ce que je mérite, ce que nous méritons tous les deux, chérie. Faire semblant. 7 ans de mariage réduit à une performance. 7 ans de mon amour rencontré par un mépris que j'avais été trop aveugle pour voir. Je suis resté dans ce hall et j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi, quelque chose qui ressemblait à une mort et une renaissance se produisant simultanément. La femme qui était sortie de cette maison il y a 40 minutes n'existait plus. Elle avait été confiante, aimante, peut-être même naïve dans sa croyance que l'homme qu'elle avait épousé était exactement celui qu'il prétendait être.
La femme qui se tenait ici maintenant était quelqu'un de totalement différent, quelqu'un de plus froid, quelqu'un dont l'esprit commençait déjà à analyser les implications de ce qu'elle avait entendu avec la même précision analytique qu'elle appliquait aux menaces de cybersécurité au travail. Jackson croyait que j'étais parti. Il pensait avoir 5 jours pour finaliser son plan pendant que je restais dans une ignorance bienheureuse de l'autre côté de l'océan. Il n'avait aucune idée que je me tenais à 20 pieds en dessous de lui, écoutant chaque mot, mon esprit juridique commençant déjà à cataloguer les preuves et à construire une stratégie. Mes mains tremblaient, mais pas de peur ni même de chagrin. Elles tremblaient d'une rage qui ressemblait à de l'électricité parcourant mes veines, de la compréhension soudaine que j'avais vécue à l'intérieur d'une escroquerie complexe pendant 7 ans, et de la froide détermination de faire payer Jackson pour chaque mensonge qu'il m'avait jamais dit. J'avais besoin d'en entendre plus. Chaque instinct me hurlait de monter ces escaliers en courant et de le confronter, d'exiger des explications et des réponses, mais ma formation juridique me maintenait en place. Les preuves d'abord. La compréhension ensuite. L'action en troisième. Je me suis approché de l'escalier avec un soin délibéré, posant chaque pied avec précaution pour éviter les endroits que je savais annonceraient ma présence. La troisième marche depuis le bas grinçait toujours sous la pression. Le palier à mi-hauteur avait une planche lâche près de la rampe. 7 ans de vie dans cette maison m'avaient appris son langage, et maintenant cette connaissance devenait ma protection. La voix de Jackson continuait de descendre avec une clarté parfaite. Notre maison de ville avait été construite en 1920 avec de hauts plafonds et des boiseries d'origine qui transportaient le son de manière inattendue. Ce qui semblait être une conversation privée au 3e étage pouvait être entendu distinctement dans le hall si vous saviez où vous tenir. Je me suis positionné au pied de l'escalier où l'acoustique était la plus nette et j'ai forcé ma respiration à ralentir et à se calmer. « Non, non, ne t'inquiète pas, disait-il, son ton rassurant d'une manière qui me retournait l'estomac. Le temps qu'elle revienne dans 5 jours, tout sera verrouillé. Les documents de transfert de propriété sont prêts. La maison de ville de sa mère sera en saisie d'ici mardi. La vieille femme ne vérifie même plus ses comptes. La maison de ville de ma mère. » Les mots ont atterri comme une agression physique. Cette maison valait près de 2 millions de dollars sur le marché actuel, mais sa valeur allait bien au-delà de l'argent. 3 générations de ma famille y avaient vécu. Ma grand-mère était morte dans la chambre à l'étage. Mon père avait demandé ma mère en mariage dans le jardin. J'avais fait mes premiers pas sur les parquets du salon. Chaque brique contenait un souvenir. Chaque pièce contenait des morceaux de personnes que nous avions aimées et perdues. Et Jackson en discutait aussi nonchalamment que s'il s'agissait d'une simple transaction immobilière. Et le meilleur dans tout ça, continua-t-il, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, la satisfaction de quelqu'un qui se croyait intelligent et intouchable, elle a tout signé elle-même, chaque document au cours de la dernière année. Elle m'a même remercié de l'aider à gérer les propriétés familiales pendant qu'elle était si occupée par son travail. Le souvenir est revenu avec une clarté écœurante. Il y a 8 mois, Jackson m'avait présenté une pile de papier à la table de la cuisine un soir. Il avait expliqué que la consolidation des comptes familiaux faciliterait la gestion, que ma mère s'embrouillait avec les multiples relevés de différentes banques, que la simplification du processus réduirait le stress pour tout le monde. Je préparais une présentation client majeure à ce moment-là, mon ordinateur portable ouvert à côté de mon assiette, mon esprit déjà à mi-chemin des protocoles de sécurité que je devais revoir. J'avais signé là où il m'avait indiqué sans lire attentivement, lui faisant entièrement confiance parce qu'il était mon mari, et pourquoi mon mari me ferait-il du mal ? Après toutes ces années à faire semblant d'aimer cette femme frigide et autoritaire, dit Jackson, et sa voix changea légèrement, devenant plus dure et plus froide, je vais enfin obtenir ce que je mérite, ce que nous méritons tous les deux. Chérie. Chérie. Il parlait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'était pas sa femme, quelqu'un qui était son partenaire dans ce plan, son complice dans la destruction de ma vie. La trahison a doublé à cet instant, se multipliant en quelque chose de si grand que je pouvais à peine en comprendre les dimensions. Ce n'était pas seulement du vol. Ce n'était pas seulement de la fraude. C'était une violation intime par quelqu'un avec qui j'avais partagé un lit, quelqu'un à qui j'avais confié mon corps et mon cœur et l'héritage de ma famille. Je l'ai entendu rire de quelque chose que l'autre femme a dit, ce son authentique d'amusement que j'avais toujours cru inspirer en lui lors des soirées tranquilles à la maison. Le rire dont j'étais tombée amoureuse pendant notre cours. Sauf que maintenant je comprenais qu'il n'avait jamais été pour moi. Peut-être que rien n'avait jamais été pour moi. Peut-être que j'avais vécu avec un étranger qui portait le visage de mon mari, qui jouait l'affection avec une habileté consommée tout en ne ressentant que du mépris.
Elle atterrira à Londres complètement inconsciente, continua Jackson. J'ai déjà pris les rendez-vous à la banque pour demain matin. La vente aux enchères de la saisie est prévue pour mardi après-midi. D'ici mercredi, nous aurons le contrôle de la propriété et pourrons la revendre immédiatement. Le marché à Coble il est fou en ce moment. Nous envisageons un bénéfice net de 700 000 $ après avoir remboursé l'hypothèque et la ligne de crédit. 700 000 $. C'est ce que la maison de ma mère valait pour lui. Pas les souvenirs ou l'histoire ou le fait qu'une femme âgée qui avait déjà perdu son mari allait maintenant perdre le seul endroit qui lui restait et qui ressemblait à un foyer. Juste des chiffres sur un bilan. Juste un profit à extraire et à diviser. Je sais, bébé. Je sais, dit-il, sa voix s'adoucissant avec une affection qui me fit physiquement mal à la poitrine. Juste quelques jours de plus et nous avons terminé. Nous pourrons enfin arrêter de faire semblant et partir d'ici. Peut-être quelque part au chaud cette fois. Tu parlais du Costa Rica. On pourrait faire ça. Acheter quelque chose sur la plage. Vivre la vie que nous planifions depuis toutes ces années. Costa Rica. La maison sur la plage. La vie qu'il planifiait. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine à construire une entreprise, pendant que je voyageais pour des conférences et des réunions de clients, pendant que je lui faisais confiance pour être le fondement stable de notre mariage, il planifiait une évasion avec une autre femme. Il prévoyait de tout voler et de disparaître pendant que je serais laissé avec rien d'autre que les décombres d'une vie que je pensais réelle. J'aurais dû me sentir dévasté. J'aurais dû m'effondrer là, sur le sol, brisé par l'ampleur de la trahison. Au lieu de cela, quelque chose d'autre se passait en moi. Quelque chose de froid, de vif et de concentré. Le choc se transformait en clarté, la douleur se cristallisait en un but. Mon esprit commença à analyser les implications avec la même précision analytique que j'appliquais aux menaces de cybersécurité au travail. Jackson croyait que j'étais à l'aéroport. Il pensait que j'embarquais sur un vol qui m'emmènerait hors du pays pendant 5 jours. Il n'avait aucune idée que je me tenais dans notre maison, écoutant chaque mot, apprenant toute la portée de son plan. Cette ignorance était une arme que je pouvais utiliser. Cet avantage temporaire était tout. Je l'ai entendu bouger à l'étage, ses pas traversant le sol du bureau. Je devrais y aller, dit-il à la femme au téléphone. Je dois rencontrer l'avocat cet après-midi pour finaliser les papiers. Je t'appellerai ce soir après que tout sera signé. Je t'aime, bébé. Je t'aime. Il lui a dit qu'il l'aimait avec la même facilité décontractée que la plupart des gens utilisent pour dire au revoir. Combien de fois m'avait-il dit ces mots sans en penser un traître mot? Combien de moments d'intimité n'avaient été que performances, calculs et manipulations stratégiques conçus pour me garder docile et confiante? J'ai entendu le clic de son téléphone se déconnectant, puis le silence. Il était probablement en train de revoir des documents, de vérifier son calendrier, de s'assurer que chaque pièce de son plan était correctement positionnée. Il n'avait aucune raison de soupçonner que quelque chose n'allait pas. Aucune raison de croire que son plan parfait venait d'être exposé par quelque chose d'aussi banal qu'un passeport oublié. Je me suis éloigné des escaliers avec la même précision minutieuse que j'avais utilisée pour m'en approcher. La planche près du placard à manteau, le léger grincement du parquet près de la porte. Je les ai tous évités, me déplaçant comme un fantôme dans ma propre maison jusqu'à ce que j'atteigne la porte d'entrée et que je l'entrouvre juste assez pour me glisser à travers. La porte s'est refermée derrière moi avec un doux clic qui a résonné comme un coup de feu dans la rue silencieuse. J'ai marché jusqu'à ma voiture à pas mesurés, bien que chaque nerf de mon corps me hurlait de courir. Mes mains ont tâtonné avec les clés, et j'ai dû m'y prendre à 2 fois avant de pouvoir déverrouiller la porte. Une fois à l'intérieur, je suis resté assise, immobile, pendant plusieurs longues minutes, regardant notre maison de ville à travers le pare-brise, essayant de réconcilier le bâtiment que j'avais aimé avec la scène de crime qu'il venait de devenir. Mon téléphone était posé dans le porte-gobelet où je l'avais placé pendant le trajet de retour de l'autoroute. Je l'ai pris et j'ai regardé l'écran, le voyant se brouiller alors que les larmes coulaient enfin. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de rage si intenses qu'elles me brûlaient les yeux. J'avais construit une vie avec cet homme. Je lui avais tout confié ce qui comptait. J'avais cru en notre avenir ensemble avec une sorte de foi qui semblait maintenant incroyablement naïve. Mais pleurer n'aiderait pas. M'effondrer ne protégerait pas ma mère, ne sauverait pas sa maison, ni ne récupérerait ce qui avait été volé. Je devais penser clairement, agir stratégiquement, devenir quelqu'un que Jackson n'avait jamais anticipé que je pourrais être. La femme qui était partie de cette maison il y a 40 minutes l'aurait confronté immédiatement,
aurait exigé des explications et aurait probablement cru tous les mensonges qu'il lui aurait racontés. Cette femme était partie. La femme assise dans cette voiture maintenant comprenait qu'elle était en guerre. Et la première règle de la guerre était de ne jamais laisser son ennemi savoir qu'on arrive. J'ai démarré le moteur et me suis éloigné du trottoir, me forçant à conduire à une vitesse normale, même si chaque instinct me disait d'appuyer à fond sur l'accélérateur et de mettre autant de distance que possible entre moi et cette maison de ville. Mes mains serraient le volant si fort que mes doigts me faisaient mal, mais la douleur physique m'a aidé à me recentrer, à rester concentré sur ce qui devait se passer ensuite plutôt que sur ce que je venais de découvrir. Jackson croyait que j'étais à l'aéroport en ce moment. Il pensait que je m'enregistrais pour mon vol, que je passais la sécurité, que j'embarquais dans un avion qui me transporterait de l'autre côté de l'Atlantique et le laisserait libre d'exécuter son plan sans interférence. Cette croyance était le seul avantage que j'avais, et je devais le protéger à tout prix. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je ne pouvais pas le contacter. Je ne pouvais rien faire qui l'alerterait du fait que son calendrier soigneusement construit venait d'être brisé par quelque chose d'aussi banal qu'un passeport oublié. J'ai conduit à travers Brooklyn sans destination claire au début, juste en mouvement, mettant de la distance entre moi et la vie qui s'était révélée être une performance soigneusement mise en scène. Mon téléphone était dans le porte-gobelet, et je n'arrêtais pas de le regarder, m'attendant à moitié à ce que Jackson appelle et sache d'une manière ou d'une autre que j'avais tout entendu. Mais l'écran restait sombre et silencieux. Il n'avait aucune raison de soupçonner que quelque chose n'allait pas. Dans son esprit, j'étais déjà parti. Après près de 10 minutes de conduite en pilote automatique, je me suis retrouvé à me garer sur le parking d'un café à Park Slope, à 3 quartiers de Brooklyn Heights. C'était un endroit où je n'étais jamais allé auparavant, un endroit où Jackson n'aurait aucune raison de me chercher, même s'il découvrait d'une manière ou d'une autre que je n'avais pas embarqué sur mon vol. Le café était calme à 7 heures, avec seulement quelques clients dispersés à des tables, la plupart absorbés par leurs ordinateurs portables ou leurs livres. J'ai choisi une banquette dans le coin arrière d'où je pouvais voir l'entrée tout en restant relativement caché des regards. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone. J'avais besoin d'aide, mais je devais être stratégique sur qui je contactais et ce que je révélais. Une mauvaise décision maintenant pourrait tout détruire. J'ai pris plusieurs respirations profondes, me forçant à penser clairement malgré l'adrénaline qui circulait encore dans mon système. Des années de gestion de situations de crise au travail m'avaient appris que la panique était l'ennemi de l'action efficace. Évaluation d'abord, stratégie ensuite, mise en œuvre en troisième. Le premier appel est allé à Diana, mon assistante de direction. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix portant son efficacité professionnelle habituelle. Mia, vous devriez embarquer bientôt. Est-ce que tout va bien? J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, dis-je, gardant ma voix aussi stable que possible. Et j'ai besoin que vous ne posiez pas de questions pour le moment. Pouvez-vous faire ça? Il y eut une brève pause, et je pouvais presque l'entendre recalculer, reconnaissant la gravité de mon ton. Diana travaillait pour moi depuis 6 ans. Elle savait quand quelque chose n'allait vraiment pas. Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? Appelez les organisateurs de la conférence à Londres. Dites-leur que j'ai eu une urgence familiale et que je ne peux pas y assister. Ensuite, j'ai besoin que vous me couvriez au bureau. Si quelqu'un demande où je suis, dites-leur que je suis à la conférence comme prévu. Injoignable sauf par courriel. Une autre pause, plus longue cette fois. Mia, que se passe-t-il? Êtes-vous en sécurité? Cette simple question a failli briser le sang-froid que j'essayais désespérément de maintenir. Diana n'était pas seulement une employée. Elle était devenue une amie au fil des ans, quelqu'un qui remarquait quand j'étais stressé ou dépassé, qui m'apportait du café pendant les longues après-midi et me couvrait quand les réunions se prolongeaient. L'inquiétude dans sa voix a fait piquer mes yeux de larmes, mais je les ai refoulés. Je suis en sécurité, ai-je réussi à dire. Je vous promets que je vous expliquerai tout bientôt, mais pour l'instant, j'ai besoin que vous me fassiez confiance et que vous fassiez exactement ce que je vous demande. Vous êtes à Londres, dit Diana doucement. Compris, Mia. Quoi qu'il se passe, je vous soutiens. J'ai mis fin à l'appel avant que ma voix ne se brise et je suis resté assise à regarder l'écran de mon téléphone pendant un long moment. Une étape de franchie. Maintenant, la partie la plus difficile. Vanessa avait été ma colocataire à l'université, la personne qui m'avait soutenu pendant la mort de mon père et les premiers mois terrifiants de la direction de Thornfield quand je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Après l'obtention de son diplôme, elle était devenue comptable judiciaire,
spécialisée dans la traque des actifs cachés et la découverte de fraudes financières pour des cabinets d'avocats et des clients privés. Nous nous retrouvions encore pour dîner une fois par mois lorsque nos emplois du temps le permettaient, maintenant le genre d'amitié profonde qui survit à la distance et aux carrières chargées. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre l'étendue de ce que Jackson avait fait, c'était Vanessa. Elle a répondu à la première sonnerie. Mia, je pensais que tu prenais l'avion pour Londres aujourd'hui. J'ai besoin de ton aide, dis-je, et cette fois je ne pus retenir le léger tremblement dans ma voix. Et j'ai besoin d'une confidentialité absolue. Peux-tu venir à Brooklyn tout de suite? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bizarre. S'il te plaît, Vanessa, je ne peux pas expliquer par téléphone. Peux-tu venir? Je suis dans mon bureau à Manhattan. Je peux être là dans 30 minutes. Où? Je lui ai donné l'adresse du café et j'ai raccroché, puis j'ai commandé un café que je n'avais pas l'intention de boire juste pour justifier l'occupation de la banquette. La barista était jeune, probablement une étudiante travaillant entre les cours, et elle m'a souri avec le genre de gentillesse automatique qui semblait complètement déconnecté de la réalité que je vivais. J'ai ramené mon café à la banquette et je suis resté assise à regarder la vapeur s'élever de la tasse, la voyant se tordre et se dissiper dans l'atmosphère climatisée. Vanessa est arrivée en 28 minutes, ses cheveux retirés en un chignon professionnel, son expression passant de l'inquiétude à l'alarme alors qu'elle se glissait dans la banquette en face de moi et voyait bien mon visage. « Parle-moi, dit-elle simplement. Alors je lui ai tout raconté ce que j'avais entendu, la conversation sur les transferts de propriété et les saisies, la maison de ma mère vendue à son insu, les documents que j'avais signés sans comprendre ce qu'ils signifiaient réellement, la femme que Jackson appelait chérie, sa partenaire dans le stratagème qu'il menait. Au moment où j'ai terminé, l'expression de Vanessa s'était transformée de l'alarme à la concentration froide et professionnelle que je lui avais vu utiliser lors de l'analyse de dossiers financiers dans des affaires judiciaires. « Nous devons examiner tes comptes, dit-elle, sortant déjà son ordinateur portable de son sac. Tous. Les comptes joints, les portefeuilles d'investissement, les propriétés, tout. Et nous devons le faire tout de suite avant qu'il n'ait la moindre chance de réaliser que tu sais. Je peux accéder à la plupart depuis mon téléphone, dis-je, ouvrant mon application bancaire avec des doigts qui tremblaient encore légèrement. Ce que nous avons découvert au cours des 2 heures suivantes a rendu le choc initial d'entendre la conversation de Jackson presque anodin en comparaison. Vanessa a travaillé avec une précision méthodique, me guidant pour accéder à des comptes que j'avais à peine regardés depuis des mois parce que j'avais fait confiance à mon mari pour gérer nos finances avec compétence. Confiance. Ce mot résonnait dans ma tête avec une ironie de plus en plus amère. Le compte chèque joint semblait normal à première vue, des dépôts réguliers de mon salaire, des dépenses normales pour les courses, les services publics et les paiements hypothécaires. Mais lorsque Vanessa a commencé à examiner l'historique des transactions plus attentivement, des schémas ont émergé qui m'ont retourné l'estomac. De petits transferts hors du compte, généralement entre 1500 et 3000 $, se produisant toutes les quelques semaines depuis 18 mois. Les montants étaient soigneusement calibrés pour rester en dessous du seuil qui déclencherait des alertes de fraude automatique de la banque. « Où va cet argent ?» demandai-je, en regardant les doigts de Vanessa voler sur son clavier. « Sur un compte enregistré au nom de quelque chose appelé Hearthstone Property, dit-elle, sa voix tendue de colère contenue. Donne-moi quelques minutes. Je dois passer des appels. » Elle est sortie pour utiliser son téléphone, parlant dans le jargon technique et abrégé des spécialistes de la jury-comptabilité, et je suis resté assis seul dans la banquette, la regardant à travers la vitre. Elle a passé 3 appels, chacun progressivement plus long, et à chaque conversation, son expression devenait plus sombre. Quand elle est finalement revenue à l'intérieur et s'est assise en face de moi, je savais que la nouvelle allait être pire que ce que j'avais imaginé. « Mia, dit-elle prudemment. Jackson Roer Brennan n'est pas son vrai nom. Ou plutôt, Brennan n'est pas son nom de famille d'origine. » Elle a tourné l'écran de son ordinateur portable vers moi, et je me suis retrouvé à regarder un casier judiciaire. Jackson Roer, reconnu coupable de fraude à l'investissement dans le Connecticut il y a 8 ans, a purgé 2 ans dans une prison à sécurité minimale, a été libéré sur parole et a immédiatement demandé un changement de nom légal, ajoutant Brennan comme nom de famille pour créer une nouvelle identité qui ne déclencherait pas de vérification d'antécédents ni n'alerterait de potentielles victimes. Il y a 8 ans. 1 an avant que je ne le rencontre à cette conférence juridique à Manhattan. 1 an avant qu'il ne m'aborde après ma présentation avec ce que j'avais cru être un intérêt sincère pour mon travail. Tout avait été calculé dès le premier instant. Il y a plus, dit Vanessa doucement, et elle a affiché des profils de médias sociaux sur son écran.
Une femme nommée Sienna Hartley, 26 ans, blonde et belle, son fil Instagram rempli de vacances de luxe et d'achats de créateurs. Et là, à l'arrière-plan d'une photo de plage, partiellement obscurcie mais reconnaissable, se trouvait Jackson. C'est sa partenaire, dit Vanessa. Ils sont répertoriés comme copropriétaires de Hearthstone Property. Et Mia, ils ont déjà fait ça avant. Mon téléphone a vibré avec un message texte vers minuit. Jackson. L'écran brillait dans l'obscurité de ma chambre d'hôtel, et je fixais les mots avec un détachement qui semblait presque surréaliste. Tu me manques déjà. J'espère que le vol n'a pas été trop mouvementé. Appelle-moi quand tu atterriras demain matin. Il avait même ajouté un emoji cœur à la fin. Ce petit symbole numérique qui était censé représenter l'affection mais qui ressemblait maintenant à de la moquerie. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai calculé le décalage horaire, j'ai réfléchi au moment où quelqu'un arrivant à Londres après un vol de nuit serait raisonnablement censé appeler, et j'ai pris note de le contacter à l'heure appropriée. Chaque détail comptait maintenant. Chaque action devait soutenir la fiction que j'étais exactement là où il croyait que j'étais. Mais le sommeil ne voulait pas venir cette nuit-là. J'étais allongé dans le lit inconnu de l'hôtel de Lower Manhattan où je m'étais enregistré sous le nom de Diana, fixant le plafond et pensant à ma mère. Elle dormirait en ce moment dans la maison de ville de Cobble Hill, complètement inconsciente que la maison où elle avait vécu pendant 40 ans lui était volée. Jackson avait programmé la vente aux enchères de la saisie pour mardi. Nous étions jeudi. J'avais 5 jours pour l'arrêter, mais d'abord, je devais comprendre exactement ce qu'il avait fait. Le matin est arrivé avec une lumière grise filtrant à travers les rideaux de l'hôtel. Je me suis douché et habillé machinalement, puis j'ai conduit jusqu'à Cobble Hill avant de pouvoir douter de ma décision. Ma mère était une lève-tôt, elle l'avait toujours été, et je savais que je la trouverais réveillée même à 7 heures du matin. La maison de ville était exactement comme elle avait toujours été, sa façade en briques chaudes sous le soleil du matin, le jardin que mon père avait planté toujours florissant malgré son absence. Je suis resté assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes, rassemblant le courage pour une conversation que je ne voulais désespérément pas avoir. Comment dire à sa mère que l'homme en qui elle avait confiance, l'homme qui avait réparé ses robinets qui fuyaient, examiné ses relevés bancaires et l'avait traité avec une telle gentillesse apparente, l'avait systématiquement volé? Elle a répondu à la porte en peignoir, la surprise et le plaisir traversant son visage quand elle m'a vu. Mia, ma chérie, que fais-tu ici? Je pensais que tu prenais l'avion pour Londres hier. Changement de programme, maman. Puis-je entrer? Elle s'est écartée, se dirigeant déjà vers la cuisine pour faire du café, cette hospitalité automatique qui lui était inculquée depuis l'enfance. Je l'ai suivie à travers des pièces remplies de meubles qui avaient été témoins de 3 générations de vie de famille, devant des photographies sur les murs montrant le visage de mon père figé dans des moments de bonheur, jusqu'à la cuisine où la lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres donnant sur le jardin. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, posant 2 tasses sur le comptoir. « Tu as l'air fatigué. Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Peux-tu me montrer tous les papiers que Jackson t'a donnés récemment? Tout ce qui concerne la maison ou tes comptes bancaires? » Son expression est passée d'une agréable inquiétude à la confusion. « De quoi s'agit-il, Mia? S'il te plaît, maman, montre-moi juste ce que tu as. » Elle a disparu dans le petit bureau à côté du salon, l'espace que mon père avait utilisé pour gérer les finances du ménage, et est revenue avec un dossier contenant des documents que je n'avais jamais vus auparavant. Je les ai étalés sur la table de la cuisine et j'ai senti mon estomac se nouer en lisant page après page de paperasse juridique que ma mère avait signé sans comprendre. Jackson avait refinancé la maison de ville il y a 18 mois, contractant une nouvelle hypothèque qui était près du double du solde restant sur le prêt initial. Il avait également ouvert une ligne de crédit sur valeur domiciliaire pour $200 000 supplémentaires. Les documents étaient sophistiqués, remplis d'un langage juridique qui aurait dérouté quiconque sans formation en droit immobilier, et Jackson les avait expliqués à ma mère comme des mises à jour administratives de routine qui réduiraient ses dépenses mensuelles et simplifieraient sa gestion financière. « Tu as dit que cela faciliterait les choses, dit doucement ma mère, me regardant lire. Tu as dit que les paiements diminueraient. » Je n'ai jamais dit ça, maman. C'est Jackson qui a dit ça. Mais tu as signé aussi. Juste ici. Elle a pointé une ligne de signature, et j'ai vu mon propre nom, écrit d'une écriture assez proche de la mienne pour passer un examen superficiel mais pas tout à fait correct dans les détails. La contrefaçon était bonne, professionnelle, le travail de quelqu'un qui s'était entraîné.
Quand a-t-il fait signer ça, demandai-je, gardant ma voix aussi stable que possible. Il y a environ 1 an et demi. Il les a apportés un après-midi alors que tu étais en voyage pour le travail. Il a dit que tu avais déjà tout examiné et approuvé, qu'il avait juste besoin de ma signature pour finaliser les papiers. Je lui ai fait confiance, Mia. C'est ton mari. Pourquoi ne lui aurais-je pas fait confiance? J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai accédé au compte de ma mère en utilisant les informations qu'elle m'avait données il y a des années pour les urgences. Ce que j'ai trouvé a fait légèrement tanguer la pièce. Le refinancement avait généré plus de 300 000 $ en espèces, de l'argent qui aurait dû être déposé sur le compte de ma mère. Au lieu de cela, il avait disparu dans des comptes enregistrés au nom de Hearthstone Property, la société écran que Vanessa avait identifiée. Les paiements hypothécaires mensuels n'avaient pas été effectués depuis 4 mois. Des frais de retard et des pénalités s'étaient accumulés. La banque avait engagé une procédure de saisie il y a 2 semaines, envoyant des avis à une boîte postale que Jackson contrôlait. Maman, dis-je prudemment. Quand as-tu reçu pour la dernière fois un relevé bancaire par la poste? Elle y réfléchit, la confusion s'intensifiant sur son visage. Jackson a dit qu'il avait tout fait passer aux relevés électroniques pour économiser du papier. Il a dit qu'il les examinerait et me ferait savoir s'il y avait des problèmes. Bien sûr, il l'avait fait. Il avait intercepté chaque communication qui aurait pu l'alerter de ce qui se passait. Elle vivait dans sa maison sans la moindre idée qu'elle était sur le point de la perdre. Ta maison étant saisie, lui dis-je, les mots ressemblant à des pierres dans ma bouche. La vente aux enchères est prévue pour mardi. La couleur a quitté son visage. Elle s'est assise lourdement sur l'une des chaises de la cuisine, sa main se tendant pour agripper le bord de la table. Ce n'est pas possible. Jackson a dit que tout allait bien. Il a dit que la nouvelle hypothèque facilitait tout. Jackson t'a volé, maman. Nous a volé toutes les deux. Et je vais l'arrêter. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant et que tu ne le contactes pas à ce sujet. Peux-tu faire ça? Elle a hoché la tête lentement, des larmes commençant à couler sur son visage, et j'ai senti une rage brûler en moi avec une intensité renouvelée. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de propriété. Il s'agissait de détruire le sentiment de sécurité d'une femme âgée, de profiter de son chagrin et de sa vulnérabilité, de violer la confiance qu'elle avait accordée à quelqu'un qu'elle croyait être de la famille. J'ai passé les 2 heures suivantes avec ma mère, examinant chaque document que Jackson lui avait jamais donné, photographiant tout avec mon téléphone. Puis j'ai appelé Vanessa et lui ai donné les informations dont elle avait besoin pour tracer où l'argent était allé et documenter la fraude. Ma mère est restée assise en silence pendant la majeure partie de ce temps, essuyant parfois des larmes de son visage, luttant pour accepter la réalité que l'homme qui avait semblé si serviable l'avait systématiquement volé. J'aurais dû faire plus attention, dit-elle finalement. J'aurais dû poser plus de questions. Ce n'est pas de ta faute, maman. Jackson est un professionnel. C'est ce qu'il fait. Il cible les personnes vulnérables et confiantes, et il les manipule si habilement qu'elles ne le voient jamais venir. Mais même en prononçant ces mots, je sentais le poids de ma propre culpabilité. J'avais fait entrer Jackson dans nos vies. Je m'étais porté garante pour lui, je lui avais fait confiance, je lui avais donné accès à tout ce qui comptait. Si quelqu'un aurait dû voir à travers son jeu, c'était bien moi. Cet après-midi-là, je me suis rendu au bureau de Martin dans le centre de Manhattan, l'avocat d'affaires qui s'était occupé des affaires juridiques de Thornfield depuis que mon père avait lancé l'entreprise. J'avais appelé à l'avance pour lui dire que j'avais besoin de le voir de toute urgence et en privé, que je ne pouvais pas venir dans les bureaux de Thornfield parce que j'étais censé être à Londres et que je ne pouvais pas risquer d'être vu par des employés qui pourraient le mentionner à Jackson. Le bureau de Martin occupait le 42e étage d'une tour de verre surplombant l'East River, tout en surface polie et en œuvre d'art coûteuse qui projetait la compétence et le succès. Il m'a rencontré dans une salle de conférence privée, son expression grave alors que je lui exposais tout ce que Vanessa avait découvert sur la véritable identité de Jackson et l'ampleur de sa fraude. Je dois savoir si l'entreprise est vulnérable, lui dis-je, étalant des documents sur la table de conférence. S'il m'a volé personnellement et a volé ma mère, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'en prendre à Thornfield? Martin a examiné les papiers avec une alarme croissante, son expression s'assombrissant alors qu'il reconnaissait la sophistication des contrefaçons. Celles-ci sont bonnes, dit-il doucement. Vraiment bonnes. Quelqu'un ayant une connaissance interne de la structure de vos documents d'entreprise les a créés. Il a ouvert des fichiers numériques sur son ordinateur portable, comparant les documents falsifiés aux documents légitimes dans les dossiers de Thornfield.
Les similitudes étaient troublantes. Jackson avait d'une manière ou d'une autre obtenu l'accès à des modèles d'entreprise, des formulaires d'autorisation et des documents d'assurance qui auraient dû être complètement sécurisés. S'il présente cela aux bonnes personnes au bon moment, dit Martin, il pourrait potentiellement geler les actifs de l'entreprise en attendant la résolution des questions de propriété. Il pourrait faire une réclamation contre l'entreprise dans une procédure de divorce. Il pourrait même être en mesure de se positionner comme ayant une participation dans l'entreprise grâce à certaines de ses autorisations falsifiées. L'héritage de mon père, tout ce que j'avais construit en 4 ans de travail acharné, tout cela vulnérable parce que j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Qu'est-ce qu'on fait ? Demandai-je. Nous déposons des ordonnances de protection immédiatement. Des injonctions d'urgence empêchant tout transfert d'actifs de l'entreprise ou toute revendication de propriété. Je les ferai rédiger et déposer dans les 2 heures. J'ai quitté le bureau de Martin en me sentant un peu moins impuissante mais pas moins en colère. Jackson ne m'avait pas seulement ciblé. Il avait ciblé tout et tout le monde qui m'était cher, ma mère, mon entreprise, l'héritage que mon père avait laissé. Ce soir-là, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel et j'ai fait quelque chose que j'avais évité depuis le début de ce cauchemar. J'ai appelé Jackson, non pas depuis mon téléphone habituel mais depuis un téléphone prépayé que Vanessa avait acheté pour moi, en acheminant l'appel via un service VPN pour qu'il semble que j'appelais de Londres. Chaque détail devait être parfait. Chaque élément de la performance devait être impeccable. Il a répondu à la 2e sonnerie, sa voix chaleureuse avec ce que je reconnaissais maintenant comme une affection fabriquée. « Salut bébé, comment s'est passée ta première journée à la conférence ?» Je me suis forcé à paraître fatigué mais enthousiaste, comme quelqu'un le serait après une longue journée de présentation et de réseautage. Épuisante mais bonne. Le discours principal de ce matin était fascinant. Tout sur les protocoles de cryptage quantique. J'ai pris tellement de notes que j'ai des crampes à la main. Ça te ressemble bien, dit-il avec un rire qui me faisait autrefois sourire. Toujours la perfectionniste. Tu as eu le temps de manger quelque chose, ou tu étais trop occupé à impressionner tout le monde ? L'intimité décontractée dans son ton me donnait la chair de poule, mais j'ai gardé mon sang-froid. J'ai pris un sandwich entre les sessions. Le décalage horaire me frappe plus fort que prévu. Je pense que je vais me coucher tôt ce soir. Bonne idée. Repose-toi bien. Tu me manques. Tu me manques aussi, dis-je, le mensonge ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je t'appellerai demain après ma présentation. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder le téléphone dans ma main, m'émerveillant de la facilité avec laquelle la tromperie était venue. Était-ce ce que Jackson ressentait chaque fois qu'il me parlait ? Cette étrange déconnexion entre les mots prononcés et la réalité sous-jacente. La pensée m'a rendu malade, mais j'ai repoussé ce sentiment. Il y aurait du temps pour traiter les dommages émotionnels plus tard. Pour l'instant, je devais me concentrer sur la stratégie. Le lendemain matin, vendredi, j'ai rencontré Vanessa dans un autre café, celui-ci dans le quartier financier près de l'endroit où vivait Sienna. Vanessa avait passé les 2 derniers jours à retracer chaque fil financier de l'opération de Jackson, et le tableau qu'elle avait assemblé était stupéfiant par son ampleur et son audace. 647 000 $, dit-elle, glissant un dossier sur la table vers moi. C'est combien ils vous ont pris, à toi et à ta mère. Mais il y en a plus sur des comptes liés à des victimes précédentes. J'estime qu'ils ont volé près de 2 millions de dollars au cours de la dernière décennie. 2 millions de dollars. Plusieurs vies détruites. Et pourquoi ? Pour que Jackson et Sienna puissent vivre dans des appartements de luxe et prendre des vacances coûteuses pendant que leurs victimes luttaient pour se reconstruire après la catastrophe. J'ai trouvé autre chose, continua Vanessa, son expression sombre. Rachel Montgomery, la médecin dans le Connecticut. Elle n'est pas la première victime. Il y avait une femme avant elle, Patricia Ellis. Elle était banquière d'affaires à Boston. Jackson et Sienna lui ont pris près de 800 000 $ il y a 9 ans. Après qu'ils aient disparu avec son argent, Patricia a essayé de se reconstruire, mais le stress a déclenché une maladie cardiaque qu'elle ne savait pas avoir. Elle est morte 6 mois plus tard. Elle avait 39 ans. Le dossier contenait des photographies que Vanessa avait tirées d'anciens comptes de médias sociaux et d'articles de presse. Patricia Ellis souriant à un gala de charité. Patricia Ellis recevant un prix pour son excellence financière. La notice nécrologique de Patricia Ellis, mentionnant une crise cardiaque comme cause de décès mais ne faisant aucune mention de la fraude qui l'avait précédée. Ils l'ont tué, dis-je doucement.
Peut-être pas directement, mais ils l'ont tué tout de même. Et Lauren Prescott s'est suicidée après qu'il l'ait détruite, ajouta Vanessa. Mia, ces gens ne sont pas seulement des voleurs. Ce sont des prédateurs qui laissent des corps derrière eux. Si nous ne les arrêtons pas maintenant, complètement et définitivement, ils recommenceront avec quelqu'un d'autre. Je savais qu'elle avait raison. Me protéger moi-même et ma mère ne suffisait pas. Cela devait se terminer d'une manière qui garantirait que Jackson et Sienna ne pourraient plus jamais blesser personne. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que même Vanessa jugeait risqué. Je suis allé à l'appartement de Sienna dans le quartier financier. Je m'étais préparé avec soin, vêtu d'une tenue professionnelle qui suggérait les affaires plutôt que la confrontation, portant une mallette en cuir qui contenait un appareil d'enregistrement caché. Quand j'ai frappé à sa porte, j'arborais une expression de professionnalisme amical qui ne trahissait rien de la rage qui brûlait sous la surface. Sienna a répondu, vêtue de vêtements de sport de luxe qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle était encore plus frappante en personne que sur ses photos de médias sociaux, avec le genre de beauté sans effort qui vient d'un entretien coûteux et de la chance génétique. Son expression était amicale mais prudente, la méfiance de quelqu'un qui menait une vie basée sur la tromperie et avait appris à évaluer rapidement les menaces. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, sans ouvrir complètement la porte. « Je l'espère. Mon nom est Jennifer Ross. Je suis une journaliste indépendante qui écrit un article sur les jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'investissement immobilier. Votre nom est apparu dans mes recherches, et j'espérais que vous auriez quelques minutes pour parler de votre succès avec Hearthstone Property. » J'ai regardé son expression passer de la prudence à l'intérêt. La cupidité et la vanité, les deux faiblesses qui rendent les escrocs vulnérables à se faire escroquer eux-mêmes. Elle a ouvert la porte plus grand et m'a fait signe d'entrer. Son appartement était exactement ce à quoi je m'attendais, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le port, des meubles dignes des magazines de design, des œuvres d'art sur les murs qui étaient soit très chères, soit de très bonnes reproductions. Tout dans l'espace criait l'argent, et je savais avec certitude que rien de tout cela n'avait été gagné honnêtement. Je suis toujours heureuse de parler de mon travail, dit Sienna, s'installant sur un canapé en cuir blanc et me faisant signe de m'asseoir en face d'elle. Que voudriez-vous savoir précisément ? Je lui ai posé des questions sur l'investissement immobilier, sur son modèle d'affaires, sur la façon dont elle avait atteint un tel succès à un si jeune âge. Elle a répondu avec une aisance consommée, tissant une histoire sur les études de marché, les investissements intelligents et la prise de risque calculée. Chaque mot était un mensonge, mais elle livrait les mensonges avec une confiance totale. Après environ 15 minutes de cette performance, j'ai légèrement changé de sujet. Je suis particulièrement intéressé par la façon dont vous identifiez les propriétés sous-évaluées. Quel est votre processus pour trouver des opportunités que d'autres investisseurs pourraient manquer ? Eh bien, il s'agit vraiment de comprendre la psychologie humaine, dit-elle, s'échauffant sur le sujet. Les gens prennent des décisions émotionnelles concernant la propriété, surtout lorsqu'ils sont dans des situations vulnérables. Si vous pouvez identifier ces situations tôt, vous pouvez vous positionner pour acquérir des actifs à une valeur inférieure au marché. Des situations vulnérables. Elle décrivait ses victimes sans même s'en rendre compte. C'est fascinant, dis-je, me penchant légèrement en avant. Pouvez-vous me donner un exemple précis ? Évidemment, rien de confidentiel, mais peut-être un scénario général de la façon dont cela fonctionne en pratique. Elle a hésité un instant, et je pouvais la voir calculer si elle devait continuer, mais la combinaison de la flatterie et de ce qu'elle percevait comme un intérêt journalistique l'a emporté sur la prudence. D'accord, alors par exemple, il y a une propriété à Cobble Hill sur laquelle nous allons conclure la semaine prochaine. La propriétaire est une femme âgée qui s'est retrouvée dépassée par la gestion de l'immeuble après la mort de son mari. Nous l'avons aidée à refinancer pour faciliter les choses, et maintenant nous sommes en position d'acquérir la propriété à la vente aux enchères de la saisie pour environ 60% de sa valeur marchande. Une fois que nous l'aurons revendue, nous envisageons un bénéfice d'environ 700 000 $. La maison de ma mère. Elle était assise dans son appartement de luxe à discuter du vol de la maison de ma mère avec l'indifférence décontractée de quelqu'un décrivant une transaction commerciale de routine. L'appareil d'enregistrement dans ma mallette a capturé chaque mot. C'est impressionnant, dis-je, gardant ma voix neutre malgré la fureur qui montait dans ma poitrine. Et vous faites cela avec un partenaire, n'est-ce pas ? Jackson Brennan. Jackson ROR, corrigea-t-elle automatiquement, puis elle se reprit. Je veux dire, oui, Jackson Brennan. Nous travaillons ensemble depuis des années. J'ai sorti mon téléphone et l'ai ouvert sur une photographie.
Pas de Sienna et Jackson, mais de Patricia Ellis et Lauren Prescott, les deux victimes dont la vie s'était terminée à cause de ce que Jackson et Sienna leur avaient fait. Reconnaissez-vous ces femmes, demandai-je, tenant le téléphone là où elle pouvait voir l'écran. Son visage est devenu pâle. Qui êtes-vous? Mon nom n'est pas Jennifer Ross. C'est Mia Thornfield. Et cette propriété à Cobble Hill que vous prévoyez de voler? C'est la maison de ma mère, celle que vous et Jackson avez systématiquement volée pendant qu'il prétendait être mon mari. Elle s'est levée rapidement, reculant vers la porte. Je pense que vous devez partir. Ces femmes sont mortes, continuai-je, ma voix restant calme malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Patricia Ellis et Lauren Prescott, mortes à cause de ce que vous et Jackson leur avez fait. Combien d'autres, Sienna? Combien de vies avez-vous détruites? Sortez de mon appartement, dit-elle, sa voix s'élevant. Sortez ou j'appelle la police. Je vous en prie, dis-je, me levant mais ne me dirigeant pas vers la porte. J'adorerais expliquer à la police exactement ce que vous et Jackson avez fait. J'ai des documents de tout. Des relevés bancaires, des documents falsifiés, des preuves de vos victimes précédentes. J'ai passé les 3 derniers jours à monter un dossier qui vous mettra tous les deux en prison pour très longtemps. Sa main était sur son téléphone, mais elle n'avait pas encore composé le numéro. Je pouvais voir son esprit travailler, essayant de calculer ses options et les trouvant toutes bloquées. Ou, continuai-je, vous pourriez coopérer. Dites-moi tout, chaque détail de votre opération, chaque compte où vous avez caché de l'argent, chaque victime que vous avez ciblée. Faites cela, et peut-être que je mentionnerai votre coopération lorsque je parlerai au procureur. Elle m'a regardé pendant un long moment, et j'ai vu l'instant exact où son instinct de survie a pris le dessus sur sa loyauté envers Jackson. Je veux un avocat, dit-elle. Et je veux l'immunité. Alors vous avez intérêt à avoir quelque chose qui vaille la peine d'être échangé, répondis-je. Sienna s'est rassise sur son canapé en cuir blanc, mais la posture confiante d'auparavant avait disparu. Ses épaules étaient tendues, ses mains jointes sur ses genoux, et je pouvais voir son esprit faire des calculs qui produisaient rapidement des résultats défavorables. Elle était acculée, et elle le savait. Je dois passer un appel, dit-elle finalement, sa voix manquant de l'assurance douce qu'elle avait eue quelques minutes plus tôt. Allez-y, répondis-je, me réinstallant dans mon fauteuil avec ma mallette enregistrant toujours chaque mot. Mais comprenez que le temps presse. Jackson prévoit d'exécuter votre plan demain matin. Une fois qu'il l'aura fait, vous tomberez tous les deux ensemble. Mais si vous coopérez avec moi maintenant, avant qu'il ne passe à l'acte, vous pourriez avoir quelque chose à négocier. Elle a pris son téléphone mais n'a pas composé immédiatement. Au lieu de cela, elle a fixé l'écran comme s'il pouvait fournir des réponses à des questions qu'elle avait peur de poser. Quand elle a finalement parlé, sa voix était basse. Depuis combien de temps savez-vous? 5 jours. Je suis rentré pour mon passeport et j'ai entendu Jackson au téléphone avec vous, discutant de ma stupidité et de la facilité avec laquelle il m'avait trompé. J'ai passé chaque instant depuis à monter un dossier contre vous deux. Elle leva les yeux vers moi, et pour la première fois, je vis autre chose que du calcul dans son expression. De la peur, authentique et non dissimulée. Il a dit que vous étiez à Londres. C'est ce qu'il croit. C'est ce que tout le monde croit, sauf les personnes qui m'aident à monter le dossier contre lui. Contre vous deux. Je veux un accord, dit-elle brusquement. Immunité totale en échange de tout ce que je sais. Ce n'est pas à moi de décider. Mais je peux vous dire que le procureur sera beaucoup plus intéressé de vous parler si vous fournissez des informations avant que Jackson n'agisse demain matin qu'après. En ce moment, vous êtes des complices. Mais si vous le dénoncez en premier, vous devenez un témoin au lieu d'une simple accusée de plus. Elle a alors passé son appel, à un avocat dont je ne reconnaissais pas le nom, parlant à voix basse que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. La conversation a duré plusieurs minutes, et quand elle a raccroché, une partie de la peur avait été remplacée par une expression plus dure qui suggérait qu'elle avait pris une décision. Mon avocat dit que je ne devrais pas vous parler sans sa présence et sans un accord formel du bureau du procureur. Avocat intelligent, dis-je, me levant et ramassant ma mallette. Vous devriez l'écouter. Mais comprenez quelque chose, Sienna. Chaque heure que vous attendez est une heure de plus que Jackson se rapproche de l'exécution. Et une fois qu'il l'aura fait, votre valeur en tant que témoin coopératif chutera considérablement. Pensez si vous voulez tomber avec lui ou vous sauver. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et me suis retourné pour lui faire face. Patricia Ellis et Lauren Prescott.
Ces femmes sont mortes à cause de ce que vous et Jackson avez fait. Vous ne pouvez pas les ramener, mais vous pouvez vous assurer qu'il n'y aura plus de victimes après moi. Cela doit bien signifier quelque chose, même pour quelqu'un comme vous. J'ai quitté son appartement et suis retourné à ma voiture, où Vanessa attendait sur le siège passager. Elle avait surveillé l'enregistrement à distance via un appareil connecté à ma mallette, et son expression était sombre. Elle va le dénoncer, dit Vanessa. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Elle a plus peur de la prison qu'elle n'est loyale à Jackson. Bien. Laissez-la avoir peur. La peur fait dire la vérité aux gens. Le dimanche soir est arrivé avec le poids de tout ce qui allait se passer pesant sur mes épaules. Je me suis assise dans ma chambre d'hôtel et j'ai composé un message texte pour Jackson, l'acheminant via le VPN pour qu'il semble que je l'envoyais de Londres. Le message était simple et ordinaire, exactement ce qu'il attendrait d'une femme revenant d'un voyage d'affaires. Embarquement imminent. Devrait atterrir vers 8 heures, heure locale. J'ai hâte de te voir. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. J'ai hâte de te voir aussi. Tu m'as tellement manqué. Bon vol, bébé. Je suis resté à regarder ces mots pendant un long moment, pensant à la facilité avec laquelle les mensonges pouvaient être déguisés en affection, à quel point Jackson était doué pour jouer des émotions qu'il ne ressentait pas. Puis j'ai éteint le téléphone et j'ai essayé de dormir, sachant que demain exigerait chaque once de force et de clarté que je pourrais rassembler. Le lundi matin est arrivé avec des nuages gris menaçant la pluie. Je me suis réveillé à 5 heures, je me suis douché et je me suis habillé avec le tailleur bleu marine que mon père avait un jour complimenté, celui qui, selon lui, me donnait l'air de quelqu'un qui pouvait commander le respect dans n'importe quelle pièce. Le souvenir de ces mots m'a rassuré alors que je traversais les rues vides de Brooklyn en direction de notre maison de ville, me garant de l'autre côté de la rue où je pouvais surveiller la porte d'entrée sans être immédiatement visible. Jackson est sorti à 8h30, exactement à l'heure prévue. Il portait un costume anthracite que je lui avais acheté pour notre anniversaire il y a 2 ans, tenant la mallette en cuir qu'il utilisait pour les réunions d'affaires importantes. Il avait l'air confiant, déterminé, un homme qui se croyait sur le point de réussir un grand coup. Il est monté dans sa voiture et s'est éloigné du trottoir, et je l'ai suivi à une distance prudente. Sa première destination était la banque de Cobble Hill qui détenait l'hypothèque de ma mère. Je savais, grâce à la préparation de Martin, que Jackson prévoyait de finaliser les formalités de saisie et de s'arranger pour acheter la propriété par l'intermédiaire d'une de ses sociétés écrans. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Martin avait passé le week-end à se coordonner avec le service juridique de la banque, présentant des preuves de fraude et s'assurant de leur coopération dans ce qui allait se passer. Je me suis garé à un demi-pâté de maison et j'ai regardé Jackson franchir les portes d'entrée de la banque. Il est resté à l'intérieur moins de 3 minutes avant de ressortir, et même de loin, je pouvais voir que quelque chose avait changé dans son attitude. Sa démarche assurée avait été remplacée par quelque chose de plus rapide, de plus agité. Il était au téléphone avant d'atteindre le trottoir, sa main libre gesticulant vivement alors qu'il parlait à qui que ce soit à l'autre bout du fil. Je n'avais pas besoin d'entendre la conversation pour savoir ce qui s'était passé. Martin attendait à l'intérieur avec l'ordonnance d'urgence du tribunal suspendant la saisie, ainsi que des responsables de la banque qui avaient été informés de l'enquête pour fraude. Le plan parfait de Jackson venait de rencontrer son premier obstacle majeur, et il essayait de comprendre comment cela avait pu se produire. Il est remonté dans sa voiture et s'est dirigé vers Manhattan, et j'ai continué à le suivre. Son prochain arrêt serait probablement le bureau de son avocat, ou peut-être essaierait-il d'accéder à certains des comptes qu'il avait prévu de vider. Quoi qu'il en soit, il était sur le point de découvrir que chaque voie qu'il avait soigneusement construite au cours des 18 derniers mois avait été bloquée. Mais je n'étais pas encore prête à le confronter. Je voulais qu'il passe quelques heures de plus à essayer d'exécuter son plan, se heurtant à barrière après barrière, regardant son plan s'effondrer morceau par morceau avant de comprendre qui en était responsable. Ce n'est qu'alors que j'apparaîtrais et que je lui laisserai voir ce que sa victime parfaite était devenue. Au lieu de cela, je suis retourné à Brooklyn Heights et je suis entré dans notre maison de ville par l'entrée arrière. J'ai traversé la maison discrètement, rassemblant quelques objets dont j'aurais besoin et sécurisant des copies de documents qui serviraient de preuve dans l'affaire pénale. Je pouvais entendre la voix de Jackson à l'étage dans son bureau, parlant au téléphone avec une frustration et une urgence croissante. Quelque chose ne va pas, disait-il. La saisie a été bloquée. Ordonnance d'urgence du tribunal, ont-ils dit. Et les comptes bancaires sont gelés. Quelqu'un a déposé des injonctions. Qui aurait pu faire ça? Elle est censée être à Londres. Elle ne sait même pas.
J'ai monté les escaliers sans essayer de cacher mes pas cette fois. La troisième marche depuis le bas a craqué sous mon poids, et j'ai entendu la voix de Jackson s'interrompre au milieu d'une phrase. Quand j'ai atteint le seuil de son bureau, il se tenait près de son bureau, son téléphone toujours à la main, me fixant avec une expression d'incompréhension totale. « Mia, que fais-tu ici? Pourquoi n'es-tu pas à Londres ?» Je suis entré dans le bureau, maintenant une distance qui me semblait sûre et stratégique. Je ne suis jamais allé à Londres, Jackson. Je suis revenu pour mon passeport et je t'ai entendu au téléphone avec Sienna, planifiant de tout voler, à moi et à ma mère. J'ai passé les 5 derniers jours à monter un dossier contre toi. Son visage a subi plusieurs transformations rapides, confusion, alarme, calcul, et finalement une tentative d'adopter l'expression de mari inquiet qui m'avait trompé pendant 7 ans. Je ne sais pas ce que tu penses avoir entendu, mais tu as clairement mal compris quelque chose. Laisse-moi t'expliquer. Arrête, dis-je, ma voix coupant court à sa tentative de manipulation. Je sais tout, Jackson. Ou devrais-je t'appeler Jackson ROR? C'est ton vrai nom, n'est-ce pas? Celui que tu utilisais avant d'aller en prison pour fraude dans le Connecticut. Il s'est figé complètement, chaque expression étudiée disparaissant pour révéler quelque chose de brut et de désespéré en dessous. Je sais pour Sienna, continuai-je. Je sais pour Patricia Ellis et Lauren Prescott et Rachel Montgomery. Je sais pour les sociétés écrans et les documents falsifiés et les $600 000 que vous avez volés à moi et à ma mère. Et je sais qu'en ce moment même, chaque compte que tu prévoyais de vider est gelé. Chaque propriété que tu prévoyais de voler est protégée. Et chaque institution que tu prévoyais de frauder a été informée de qui tu es vraiment. La bouche de Jackson s'ouvrit et se referma sans produire de son, son cerveau luttant visiblement pour traiter ce qui se passait. L'homme qui avait été si confiant quelques heures plus tôt, qui s'était cru en train d'exécuter le crime parfait, se tenait maintenant dans son propre bureau, face à la destruction complète de tout ce qu'il avait construit. « Tu ne comprends pas, réussit-il enfin à dire, sa voix prenant une qualité suppliante que je n'avais jamais entendue auparavant. Ce n'est pas ce que tu penses. Oui, j'ai fait des erreurs, mais je peux tout expliquer. Nous pouvons arranger ça ensemble. Arrête de parler, dis-je, ma voix portant une froideur qui me surprit même. Chaque mot qui sort de ta bouche est un autre mensonge, et j'en ai fini d'écouter les mensonges. La police est en route. Un inspecteur du bureau du procureur sera là dans l'heure. Tu pourras garder tes explications pour eux. Il a fait un pas vers moi, et je me suis instinctivement reculé, ma main cherchant mon téléphone. Le mouvement l'a arrêté, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression, peut-être la reconnaissance que la femme qui se tenait devant lui n'était pas la personne qu'il avait épousée, pas la victime confiante qu'il avait passé 7 ans à cultiver. Mia, s'il te plaît, écoute-moi juste 5 minutes. Laisse-moi t'expliquer comment c'est arrivé, comment les choses ont dérapé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu n'as jamais voulu voler $600 000 à moi et à ma mère? Tu n'as jamais voulu falsifier des documents et commettre une fraude? Tu n'as jamais voulu me cibler spécifiquement après la mort de mon père parce que tu me voyais comme vulnérable et riche? Quelle partie de ton schéma de 10 ans de destruction de la vie des femmes n'as-tu pas voulu faire, Jackson? Son visage est devenu rouge, la colère perçant enfin à travers la tentative désespérée de manipulation. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? Tu penses avoir gagné quelque chose ici? Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Tu n'as aucune idée de à qui tu as affaire. En fait, je sais exactement à qui j'ai affaire. Jackson ROR, escroc condamné, arnaqueur en série, un prédateur qui a détruit de multiples vies et laissé au moins 2 femmes mortes. Je sais exactement qui tu es maintenant. La seule question est de savoir si tu comprends qui je suis. Le son des sirènes approchant nous a fait tous les deux nous tourner vers la fenêtre. 3 voitures de police s'arrêtaient devant notre maison de ville, leurs gyrophares clignotant dans la grisaille du matin. Le visage de Jackson est devenu blanc alors qu'il regardait les officiers sortir des véhicules et s'approcher de la porte d'entrée. « C'est de ta faute, dit-il, se retournant vers moi avec du venin dans la voix. Tu ne pouvais pas laisser les choses tranquilles. Tu devais aller fouiller. Tu devais tout gâcher. Nous aurions pu régler ça discrètement, mais tu devais en faire tout un plat. Non, dis-je fermement. C'est de ta faute. Chaque conséquence à laquelle tu vas faire face est le résultat direct des choix que tu as faits. Tu as choisi de me cibler. Tu as choisi de voler ma mère. Tu as choisi de construire toute ta vie sur la fraude et la manipulation. Assume-le, Jackson.
Pour une fois dans ta misérable existence, assume ce que tu as fait. La sonnette retentit, suivie de coups lourds. Je suis passé devant Jackson et j'ai descendu les escaliers pour laisser entrer la police, le laissant seul dans son bureau sans nulle part où fuir. L'arrestation a été rapide et professionnelle. L'inspecteur Morrison du bureau du procureur a lu ses droits à Jackson pendant que 2 officiers en uniforme sécurisaient la scène et commençaient à rassembler des preuves. J'ai regardé depuis le salon alors qu'il menait Jackson en bas des escaliers, menotté, son costume coûteux semblant soudainement froissé et déplacé sur lui, son visage un masque de panique à peine contrôlé. Alors qu'il le faisait passer devant moi, il m'a regardé une dernière fois. « Je t'ai aimé, dit-il doucement. Au moins au début. » C'était vrai. « Non, ça ne l'était pas, répondis-je. Et nous le savons tous les deux. Ils l'ont emmené, et je suis resté dans le hall de la maison de ville qui avait été notre foyer, ne ressentant rien d'autre qu'un étrange vide là où je pensais qu'il devrait y avoir de la douleur ou du triomphe ou quelque chose de plus substantiel que ce sentiment creux de conclusion. Le lendemain matin, j'étais assise en face de l'inspecteur Morrison dans une salle de conférence au bureau du procureur dans le centre de Brooklyn. Entre nous se trouvaient des dossiers contenant chaque preuve que j'avais recueillie au cours de la semaine passée, organisés avec la même attention méticuleuse aux détails que j'appliquais aux évaluations de cybersécurité au travail. C'est remarquable, a déclaré l'inspecteur Morrison, examinant la chronologie que j'avais construite montrant chaque transaction, chaque document falsifié, chaque point de contact entre Jackson et ses victimes. En 20 ans de travail sur des cas de fraude, je n'ai jamais vu une victime présenter ce niveau de documentation. La plupart des gens sont tellement traumatisés par la découverte de la fraude qu'ils peuvent à peine fonctionner, et encore moins mener une enquête. J'étais traumatisé, dis-je doucement, mais j'étais aussi en colère. Et je sais comment mener des enquêtes. Cela fait partie de mon métier. J'ai simplement appliqué ces mêmes compétences à ma situation personnelle. Il a hoché la tête, prenant des notes sur un bloc-notes. La conversation enregistrée avec Sienna Hartley est particulièrement précieuse. Elle a admis être au courant du stratagème, vous avoir ciblé spécifiquement, avoir fait cela à des victimes précédentes. Cela va être extrêmement difficile pour son avocat à expliquer. Elle a appelé son avocat après que j'ai quitté son appartement. Je suppose qu'elle essaie de négocier une sorte d'accord. C'est le cas, a confirmé l'inspecteur Morrison. Son avocat nous a contactés hier après-midi. Elle veut l'immunité totale en échange de son témoignage contre Jackson, de la fourniture de la documentation de toute leur opération, et de l'identification d'autres victimes que nous ne connaissons peut-être pas. Allez-vous lui accorder l'immunité ? Il s'est penché en arrière dans sa chaise, considérant attentivement la question. Probablement pas une immunité totale, mais nous pourrions offrir une peine réduite en échange de sa coopération. La vérité est que nous avons besoin de son témoignage pour monter le dossier le plus solide possible contre Jackson. Elle peut décrire leur méthodologie, expliquer comment ils recherchaient et ciblaient les victimes, et fournir des preuves qui établissent cela comme une entreprise criminelle continue plutôt que de simples actes de fraude individuelle. Cela transforme cela de quelques années de prison à potentiellement des décennies. Bien, dis-je simplement. Je veux qu'il soit en prison aussi longtemps que la loi le permet. Non pas parce que je suis vindicative, mais parce que chaque année qu'il passe enfermé est une année où il ne peut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Il y a autre chose que vous devriez savoir, continua l'inspecteur Morrison, sortant un autre dossier de sa mallette. Après que la nouvelle de l'arrestation de Jackson a commencé à circuler, nous avons reçu des appels de 3 autres femmes qui pensent avoir été victimes de lui et de Sienna. Une en Pennsylvanie, une dans le New Jersey, une dans le Massachusetts. Les cas remontent à près de 12 ans. Nous enquêtons toujours, mais le schéma est cohérent avec ce que vous avez documenté. 12 ans. Plus de victimes que même Vanessa n'avait pu identifier. Combien de vies Jackson avait-il détruites ? Combien de femmes lui avaient fait confiance comme je l'avais fait, pour découvrir trop tard que tout n'avait été qu'une performance ? Je veux les aider, dis-je. Les autres victimes. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour soutenir leur cas ou les aider à se rétablir, je veux le faire. L'inspecteur Morrison a souri légèrement. Je pensais que vous diriez ça. Je m'assurerai que vous soyez mis en contact avec le coordinateur des services aux victimes. En attendant, nous déposerons des accusations formelles plus tard dans la journée. Plusieurs chefs d'accusation de fraude, de faux, d'usurpation d'identité et de complot. Jackson risque de 15 à 20 ans s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. L'audience préliminaire a eu lieu 3 semaines plus tard dans un tribunal de Brooklyn qui sentait le vieux bois et la cire à parquet.
J'étais assise dans la galerie avec ma mère à mes côtés, regardant Jackson être amené, vêtu d'une combinaison orange qui le faisait paraître plus petit et moins important que l'homme qui avait dominé ma vie pendant 7 ans. Son avocate, une femme à l'allure vive dans un costume coûteux, était assise à côté de lui chuchotant ce que je supposais être des instructions stratégiques. La procureure a exposé l'affaire avec une précision clinique, décrivant le schéma de fraude qui avait commencé plus d'une décennie plus tôt et s'était poursuivi à travers de multiples victimes dans plusieurs États. Elle a présenté des preuves de documents falsifiés, de transferts de propriétés frauduleux et de fonds volés qui totalisaient bien plus d'1 million de dollars lorsque toutes les victimes étaient prises en compte. Elle a diffusé des extraits de l'enregistrement que j'avais fait de Sienna, sa voix remplissant la salle d'audience alors qu'elle décrivait le ciblage de femmes vulnérables et le vol de tout ce qu'elle possédait. Jackson est resté immobile pendant la majeure partie, son visage soigneusement neutre. Mais j'ai vu ses mains se serrer lorsque la procureure a mentionné Patricia Ellis et Lauren Prescott, les 2 femmes dont la vie s'était terminée après qu'il les ait détruites financièrement. Lorsque la procureure a terminé, l'avocate de Jackson s'est levée et a soutenu qu'une grande partie des preuves étaient circonstancielles, que mon enregistrement de Sienna avait été obtenu sous de faux prétextes, que Jackson avait le droit de présenter sa propre version des faits au procès. Le juge a écouté impassiblement puis a fixé la caution à 2 millions de dollars, un montant que Jackson ne pouvait absolument pas payer étant donné que tous ses actifs avaient été gelés. Alors qu'il le ramenait hors de la salle d'audience, les yeux de Jackson ont trouvé les miens dans la galerie. Il n'y avait aucune supplication dans son expression cette fois, aucune tentative de manipulation, juste une haine glaciale qui confirmait tout ce que j'avais fini par comprendre sur qui il était vraiment. Ma mère m'a tendu la main et l'a serrée. « Ton père serait fier de toi », a-t-elle chuchoté. Pas seulement pour avoir arrêté Jackson, mais pour la façon dont tu l'as fait. Avec intelligence et stratégie au lieu de simple émotion. J'ai serré sa main en retour, sentant les larmes piquer mes yeux pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. « J'aimerais que papa soit là », dis-je doucement. « J'aimerais qu'il ait pu nous protéger de ça. »« Il nous a protégés », a répondu ma mère. « Il t'a élevé pour que tu sois forte, intelligente et capable de te protéger. C'est le plus grand cadeau qu'un parent puisse faire. » Nous avons quitté le palais de justice ensemble cet après-midi-là, ma mère et moi, descendant les marches de pierre dans une lumière grise de novembre qui semblait appropriée pour le moment. Il n'y avait pas de célébration, pas de sentiment de victoire, juste un épuisement tranquille qui venait d'avoir porté le poids de la trahison pendant si longtemps et d'être enfin autorisé à le déposer. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a demandé ma mère alors que nous atteignions la rue où je m'étais garé. « Nous reconstruisons », dis-je simplement. « Tout ce qu'il a essayé de détruire, nous le remettons en place, meilleur et plus fort qu'avant. » Mais je savais, même en prononçant ces mots, que la reconstruction serait plus compliquée que la déclaration ne le suggérait. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être entièrement restaurées à leur forme originale. Elles ne peuvent être que transformées en quelque chose de différent, quelque chose qui porte les cicatrices de ce qui leur a été fait. Les mois qui ont suivi la condamnation de Jackson ont été remplis de nécessités pratiques qui laissaient peu de place au traitement émotionnel. Vanessa a travaillé avec des comptables judiciaires et les forces de l'ordre pour tracer les fonds volés à travers le labyrinthe de sociétés écrans et de comptes offshore que Jackson et Sienna avaient créés. Le processus de récupération a été lent et frustrant, compliqué par le fait qu'une partie importante de l'argent avait été dépensée pour le style de vie luxueux de Sienna et ne pourrait jamais être récupéré. Les vêtements de créateurs et les vacances exotiques ne laissent aucun actif à saisir, aucun compte à geler, juste des reçus documentant comment les économies d'une vie d'autres personnes ont été converties en plaisir temporaire. Finalement, nous avons récupéré environ 62% de ce qui avait été volé à moi et à ma mère. Pas tout, mais assez pour stabiliser ce que Jackson avait essayé de détruire. J'ai utilisé une partie de ces fonds récupérés pour rembourser entièrement la maison de ville de ma mère, puis j'ai travaillé avec Martin pour établir une fiducie qui protégerait la propriété de toute tentative future de fraude ou de manipulation. La maison qui avait failli être perdue était maintenant sécurisée d'une manière qui a donné à ma mère une véritable tranquillité pour la première fois depuis la mort de mon père. Thornfield Security Solutions a nécessité un autre type de reconstruction. L'entreprise elle-même avait survécu intacte à la tentative de fraude d'entreprise de Jackson, grâce aux injonctions d'urgence que Martin avait déposées. Mais la nature publique de l'affaire avait soulevé des questions parmi certains clients quant à savoir si mes vulnérabilités personnelles indiquaient des faiblesses dans les protocoles de sécurité que nous fournissions pour protéger leurs organisations. J'ai passé des mois en réunion, expliquant aux cadres et aux membres du conseil d'administration comment même les mesures de sécurité les plus sophistiquées pouvaient être compromises par l'ingénierie sociale et la manipulation,
comment la fraude de Jackson était moins une question de vulnérabilité technologique et plus une question de psychologie humaine. Ce qui m'a surprise, c'est que la plupart des clients ont trouvé ma volonté d'être transparente sur ce qui m'était arrivé plus rassurante que troublante. J'ai développé une présentation sur les leçons que j'avais apprises en étant ciblé par un escroc professionnel, transformant mon expérience douloureuse en contenu éducatif qui aidait les responsables de la sécurité et les cadres à reconnaître des menaces similaires dans leurs propres organisations. La présentation est devenue l'une de nos offres les plus demandées, et Thornfield a même gagné des clients grâce à ma discussion publique sur la manière dont la manipulation et la fraude fonctionnent en pratique plutôt que simplement en théorie. Mais la reconstruction professionnelle était plus facile que la récupération personnelle. Je me suis retrouvé incapable de faire confiance de manière qui m'était autrefois naturelle. Chaque nouvelle personne que je rencontrais était évaluée à travers un prisme de suspicion que je ne pouvais pas désactiver. Chaque acte de gentillesse était examiné pour des motifs cachés. Chaque relation était testée pour des signes de manipulation ou de performance. Je savais intellectuellement que ce n'était pas une façon saine de vivre, que Jackson avait endommagé quelque chose de fondamental dans ma capacité à me connecter avec d'autres personnes. Mais savoir quelque chose intellectuellement et être capable de le changer émotionnellement étaient des défis entièrement différents. Diana a remarqué le changement en moi lors de nos réunions de planification hebdomadaires. 6 mois après la condamnation de Jackson, elle m'a apporté un café un matin et a fermé la porte de mon bureau avant de s'asseoir en face de mon bureau. « Tu dois parler à quelqu'un, dit-elle sans préambule. Un thérapeute, je veux dire. Quelqu'un qui se spécialise dans les traumatismes. » Je vais bien, dis-je automatiquement, la réponse que je donnais à tous ceux qui me le demandaient. Tu ne vas pas bien, Mia. Tu fonctionnes, ce qui est impressionnant compte tenu de ce que tu as traversé. Mais fonctionner n'est pas la même chose que guérir. Tu as reconstruit l'entreprise, sauvé la maison de ta mère et mis Jackson en prison. Maintenant, tu dois te reconstruire, et cela nécessite de l'aide. Elle avait raison, bien sûr. J'ai commencé à voir une thérapeute spécialisée dans les traumatismes complexes et la trahison. Les séances étaient difficiles, me forçant à examiner non seulement ce que Jackson avait fait, mais comment cela m'avait changé, comment cela avait altéré ma capacité à exister dans le monde avec un quelconque sentiment de sécurité ou de confiance. Le docteur Warren ne m'a pas poussé à pardonner à Jackson, ni à libérer ma colère, ni à embrasser à nouveau la vulnérabilité. Au lieu de cela, elle m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu était une forme de violence psychologique, que ma méfiance et ma suspicion étaient des mécanismes de protection qui avaient rempli un rôle important mais devaient être calibrés pour ne pas contrôler toute mon existence. Une conséquence inattendue de la publicité de l'affaire a été le réseau de survivantes qui m'ont contacté, des femmes qui avaient été ciblées par des stratagèmes de fraude similaires, qui avaient perdu de l'argent, des biens ou des années de leur vie à cause d'hommes qui ne les avaient jamais aimés du tout. Certaines avaient été victimes de Jackson spécifiquement, d'autres de différents prédateurs qui opéraient avec la même cruauté calculée. Nous avons commencé à nous rencontrer de manière informelle au début, nous réunissant dans des cafés pour partager nos histoires et réaliser que nous n'étions pas seuls dans ce qui nous avait été fait. Rachel Montgomery est devenue particulièrement importante pour moi pendant cette période. Elle était la première victime connue de Jackson, la médecin du Connecticut qui avait perdu son cabinet médical et près de 400 000 $ avant de découvrir la vérité. Rachel avait passé des années à se blâmer, à remettre en question son propre jugement, à se demander comment elle avait pu être assez stupide pour faire confiance à quelqu'un si complètement. La rencontrer et entendre son histoire m'a aidé à comprendre que ce qui m'était arrivé n'était pas une question d'intelligence, de sophistication ou de compétences professionnelles. C'était une question de rencontrer quelqu'un dont l'ensemble des compétences était basé sur la manipulation et la tromperie. Ensemble, Rachel, moi et plusieurs autres survivantes avons formé ce que nous avons appelé le réseau de prévention de la fraude. Nous avons parlé lors de conférences sur les crimes financiers et la fraude domestique. Nous avons écrit des articles pour des publications commerciales sur les signes avant-coureurs de la manipulation systématique. Nous avons fait pression pour des protections juridiques plus solides pour les victimes de fraude et de meilleurs systèmes de soutien pour les personnes essayant de se reconstruire après que leur vie ait été systématiquement démantelée. Le travail m'a donné un sens du but qui allait au-delà de ma propre guérison. Il m'a permis de croire que quelque chose de bon pouvait émerger de la pire expérience de ma vie. 2 ans après ce mercredi après-midi où j'ai oublié mon passeport et découvert accidentellement la vérité, je me tenais dans mon nouvel appartement à Manhattan, regardant mon reflet dans le miroir de la salle de bain. La femme qui me regardait était différente de la personne que j'avais été. Plus dure à certains égards, plus prudente, moins disposée à accorder sa confiance sans vérification, mais aussi plus forte,
plus résiliente, plus certaine de ses propres capacités et de son jugement. J'avais vendu la maison de ville de Brooklyn 6 mois après la condamnation de Jackson. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'espace où il avait joué son plus grand rôle, où chaque pièce contenait des souvenirs qui étaient maintenant contaminés par la connaissance que rien n'avait été réel. Mon nouvel appartement était plus petit, un 2 pièces dans l'Upper West Side avec de grandes fenêtres qui remplissaient l'espace de lumière naturelle. Je l'avais décoré avec soin avec des meubles que j'avais choisis moi-même, des œuvres d'art qui signifiaient quelque chose pour moi personnellement, et des livres qui bordaient les étagères et me rappelaient que la connaissance et la compréhension valaient la peine d'être poursuivies, même lorsqu'elles s'accompagnaient de douleur. Je sortais occasionnellement, mais jamais sérieusement. Je dînais avec des hommes que je rencontrais par le travail ou que des amis me présentaient, et j'étais toujours cordial et parfois même j'appréciais leur compagnie. Mais je n'ai jamais permis à personne de s'approcher vraiment, je n'ai jamais baissé les murs que j'avais construits pour me protéger de la vulnérabilité à nouveau. Certaines personnes me disaient que j'étais trop prudente, que je devais réapprendre à faire confiance ou que je passerais le reste de ma vie seule. Mais je n'étais pas d'accord avec leur évaluation. Je n'étais pas excessivement prudente, j'étais raisonnablement prudente. J'avais appris de quoi les êtres humains étaient capables lorsqu'on leur donnait accès à votre confiance et à vos ressources, et je n'avais aucune intention d'oublier ces leçons. Ma mère s'inquiétait pour moi, bien qu'elle essayât de le cacher. Elle visitait mon appartement et commentait à quel point il était silencieux, à quel point il semblait vide malgré les meubles et les œuvres d'art. Elle me demandait si j'avais rencontré quelqu'un d'intéressant récemment, son ton soigneusement désinvolte mais son inquiétude évidente en dessous. Je la rassurais en lui disant que j'allais bien, que j'étais concentré sur mon travail, mon militantisme et la vie que je construisais selon mes propres termes. Elle hochait la tête et disait qu'elle comprenait, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle se demandait si Jackson n'avait pas seulement volé de l'argent, mais aussi ma capacité à croire en une connexion humaine authentique. Peut-être l'avait-il fait. Ou peut-être avais-je simplement appris une vérité sur le monde que d'autres personnes avaient la chance d'éviter. Quoi qu'il en soit, la femme dans le miroir était la femme que j'étais devenue. Pas brisée, malgré ce que d'autres pourraient penser. Pas endommagée au-delà de toute réparation, simplement changée de manière irréversible, portant une connaissance qui ne pouvait être oubliée, vivant avec une clarté sur la nature humaine qui était à la fois un fardeau et une protection. Je pensais parfois à Jackson, enfermé dans une prison fédérale dans le nord de l'État où il passerait la prochaine décennie et demie. Je me demandais s'il comprenait ce qu'il avait fait, s'il ressentait du remords pour les vies qu'il avait détruites, ou s'il regrettait simplement de s'être fait prendre. Je soupçonnais la seconde option. Les gens comme Jackson ne ressentent pas de remords authentiques parce qu'ils ne voient pas les autres personnes comme pleinement humaines. Nous étions des ressources à exploiter, des rôles à jouer, des obstacles à surmonter ou à éviter. Mais il avait commis une erreur critique. Il avait ciblé quelqu'un qui refusait d'être détruit, quelqu'un qui avait les ressources, l'intelligence et la pure détermination obstinée de se battre. Et en le faisant, il avait créé exactement le genre d'ennemi qu'il aurait dû craindre le plus. La femme dans le miroir a souri légèrement à cette pensée, puis s'est détournée et est retournée vivre la vie qu'elle avait construite sur les ruines de la trahison. Si cette histoire de vengeance stratégique vous a captivé jusqu'à la toute fin, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Mon moment préféré a été lorsque Mia se tenait dans son hall en écoutant la conversation téléphonique de Jackson, réalisant en cet unique instant que tout son mariage avait été un mensonge élaboré. Quel a été votre moment préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci.